La route était longue et presque déserte à cette heure-ci. Une de ces routes qui sillonnent l'intérieur du Minas Gerais comme une longue cicatrice, bordée de hautes herbes et de clôtures de fils de fer qui ne retiennent plus rien. Daniel Morera conduisait la fenêtre entr'ouverte, le bras gauche appuyé sur la portière, sa montre suisse reflétant la lumière de fin d'après-midi comme un petit soleil épinglé à son poignet. Il n'était pas pressé, je n'avais nulle part où rentrer en urgence. La réunion à Belo Horizonte s'était terminée plus tôt que prévu, et il préférait prendre la vieille route plutôt que l'autoroute, peut-être parce que l'autoroute ne passait pas par l'endroit où il avait grandi. Et cet après-midi-là, sans trop savoir pourquoi, Daniel voulait passer tout près, sans s'y arrêter, juste passer, comme quelqu'un qui touche une vieille blessure pour voir si elle fait encore mal. Il aperçut la voiture arrêtée sur le bas-côté, avant même de voir la femme. Une Fiat Palio argentée, d'au moins 15 ans, capot ouvert, une fine volute de fumée s'élevant paresseusement dans le ciel orangé. Un siège auto pour enfants était installé à l'arrière. Il le remarqua en premier. Puis, il vit la femme. Elle lui tournait le dos, les cheveux négligemment attachés, vêtue d'un pull délavé et d'une jupe d'une autre couleur. Elle fixait le moteur comme face à un problème insoluble, les mains sur les hanches et les épaules affaissées, non par défaite mais par épuisement. L'épuisement de celle qui a déjà résolu trop de problèmes seule. Daniel ralentit. Quelque chose en lui, peut-être le siège auto, peut-être ses épaules, peut-être la route qui menait à l'endroit où il avait grandi, le poussa à se garer sur le bas-côté, une vingtaine de mètres plus loin. Il coupa le moteur. Il resta là un instant, à regarder dans le rétroviseur. La femme ne bougea pas. Elle ne se retourna pas. Peut-être avait-elle déjà renoncé à attendre de l'aide. Peut-être savait-elle déjà que personne ne s'arrête. Il sortit de la voiture et s'approcha lentement d'elle. Ses chaussures italiennes claquaient sur l'asphalte brûlant. Le contraste était presque indécent. Le costume sombre, la cravate dénouée, le parfum coûteux porté par le vent, et là, au milieu de nulle part, une femme aux mains graisseuses qui tentait de comprendre pourquoi la voiture ne démarrait pas. Besoin d'aide ? Elle se retourna. Et pendant une seconde qui parut une éternité, ils restèrent immobiles, se fixant du regard. Daniel ressentit une étrange sensation dans sa poitrine, comme un tiroir qui tente de s'ouvrir sans y parvenir. Son visage lui était familier d'une manière qu'il ne parvenait pas à définir. Les yeux sombres, les lèvres pulpeuses, un petit grain de beauté près de son oreille gauche. Il connaissait ce visage, mais il ne savait plus d'où. « Merci », dit-elle d'une voix ferme, comme si elle remerciait quelqu'un sans qu'on le lui demande. « Je crois que c'est la courroie, ou le radiateur. Je ne sais pas. Il est tombé en panne. » Daniel ôta sa veste, retroussa les manches de sa chemise et se pencha sur le moteur. Il n'était pas mécanicien, mais il avait grandi en réparant des choses. Avant les contrats à $1 million, avant les salles de réunion aux vitres teintées, avant tout cela, il avait été le garçon qui réparait les vélos des voisins, qui remplaçait les pommeaux de douche, qui improvisait des solutions avec du fil de fer et du ruban isolant. Ses mains s'en souvenaient encore. « C'est la durite du radiateur », dit-il après un moment. Elle a éclaté. Il y a eu une fuite d'eau. C'est pour ça que le moteur a surchauffé. Elle hocha la tête en silence, comme quelqu'un qui reçoit une nouvelle mauvaise nouvelle. Elle ne se plaignit pas. Elle ne pleura pas. Elle croisa simplement les bras et baissa les yeux, se mordant la lèvre inférieure, comme si elle faisait des calculs invisibles. Daniel reconnut ce geste. C'était celui de quelqu'un qui devait choisir entre déjeuner et réparer les dégâts. « J'ai du ruban adhésif en silicone dans le coffre, » dit-il. « Je peux faire une réparation provisoire. Vous devriez pouvoir rejoindre la ville. » Elle leva les yeux. « Tu n'es pas obligé de faire ça ?»« Je sais. » Il retourna à la voiture, prit le ruban adhésif, une bouteille d'eau minérale et un chiffon propre. Il travailla en silence pendant plusieurs minutes, ses mains se salissant peu à peu, la sueur commençant à tacher sa chemise. Elle se tenait à côté de lui, muette, son téléphone portable à la main, sans réseau, comme un talisman inutile. De l'intérieur de la voiture, aucun bruit ne parvenait. L'enfant dormait. « Quel âge avez-vous » demanda-t-il sans quitter le moteur des yeux. « 3. Elle a eu 3 ans en mars. »« Garçon ? Fille ? Béatrice. » Daniel sourit, un sourire qu'elle ne vit pas. Béatrice. Ce nom était magnifique. Il avait du poids. Il était chargé d'intention. C'était le nom de quelqu'un choisi avec soin. « Je m'appelle Daniel », dit-il en s'essuyant les mains avec le chiffon. Elle hésita un instant. « Luciana. » Et puis le tiroir s'ouvrit. Daniel s'immobilisa. Ses mains restèrent levées, tenant le tissu. Luciana. Luciana Fernandez. La fille de la maison jaune. Celle qui s'asseyait au fond de la classe à l'école municipale de São Sebastião do Brejo.
Celle qui lui prêtait des crayons de couleur quand il n'en avait plus, qui partageait son déjeuner sans qu'il ait à le demander, qui lui écrivait des petits mots pliés en 4 et les glissait dans son cahier, des mots qu'il conservait des années durant dans une boîte à chaussures sous son lit, jusqu'à ce que sa mère les jette tous lors d'un déménagement. Celle qu'il avait aimée de 11 à 14 ans d'un amour immense et silencieux, de cet amour qui n'existe que lorsqu'on ne sait pas encore nommer ce que l'on ressent. Il la regarda de nouveau. Son visage était le même, plus mince, plus fatigué, avec de fines rides autour des yeux qui n'étaient pas là auparavant. Mais ses yeux étaient les mêmes, exactement les mêmes. Elle ne le reconnut pas. Et comment l'aurait-elle reconnu ? À 14 ans, Daniel était un garçon maigrelet, vêtu d'un short déchiré et de tongs, les cheveux coupés à la maison par sa grand-mère et le teint hâlé par le soleil. Le Daniel qui se tenait devant elle portait désormais une chemise en lin, conduisait une voiture importée et avait les dents redressées par un orthodontiste dont les honoraires dépassaient le prix de la maison où il avait grandi. Il était le même, mais il n'en avait pas l'air. « Luciana Fernandez ?» dit-il doucement. Elle fronça les sourcils. « Comment connaissez-vous mon nom de famille ?»« École municipale Padre Antonio. San Sebastián d'Obrejo, classe de l'enseignante Martha. » Le silence qui suivit était de ceux qui changent la température de l'air. Elle recula d'un pas, plissa les yeux, inclina la tête, et puis, lentement, comme lorsqu'on retrouve une vieille photo au fond d'un tiroir, son visage se transforma. « Daniel Morera, Dani, le fils de Donazilda ?» Il a simplement hoché la tête. Luciana porta la main à sa bouche. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de tristesse, mais de cette émotion indicible qui vous saisit lorsque le passé vous rattrape sur une route déserte et vous fixe du regard. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « Je pensais ne plus jamais te revoir. » Et cette simple phrase avait un tel poids que Daniel dut détourner le regard, car il le pensait aussi. Après la mort de sa grand-mère et son départ pour vivre chez un oncle à Uberlandia, après avoir perdu tout contact avec tous ceux de São Sebastião, après que la vie l'eût poussé vers les études, le travail, l'argent, une solitude élégante, il pensait qu'une partie de sa vie était morte, que le garçon qui aimait la fille de la maison jaune n'existait plus. Mais là, sur cette route, les mains couvertes de graisse et le cœur battant la chamade, il comprit que le garçon n'était jamais parti. Il attendait, tout simplement. Ils restèrent silencieux un moment, non par gêne, mais par respect. Ce genre de silence qui s'installe lorsque deux personnes ressentent la même chose et savent que les mots seraient insuffisants. Luciana prit la parole la première. « Tu sembles différente ?»« Je suis différent. »« Non, tu as changé, mais tes yeux sont les mêmes. » Elle sourit, et ce sourire avait la même forme que lorsqu'elles avaient 12 ans, ce sourire qui partait des yeux avant d'atteindre la bouche. Tu as toujours eu cette façon de regarder les choses, comme si tu essayais de tout comprendre d'un coup. Daniel ne répondit pas, parce qu'elle avait raison et parce que c'était précisément ce qu'il faisait à ce moment-là. Essayer de comprendre comment la vie nous fait emprunter de si longs chemins pour finalement nous ramener au même point. Il termina la réparation. Il remit de l'eau dans le radiateur. Il démarra le moteur et attendit. La Palio toussa, hésita, puis démarra, avec cette obstination digne des choses qui auraient dû s'arrêter, mais qui continuent de fonctionner. « Ça devrait tenir jusqu'à la ville, dit-il, mais il faut changer la durite, et l'huile, et les freins, d'après ce que j'ai vu. Luciana, cette voiture... »« Je sais, l'interrompit-elle doucement. Je sais ce dont il a besoin. Je ne peux juste pas, pour l'instant. » Elle le dit sans honte, sans excuse, avec la nonchalance de celle qui a compris que la pauvreté n'est pas un défaut de caractère, mais une fatalité. Daniel sentit ses yeux brûler. « Le père de Béatrice, il est parti avant sa naissance. Il a dit qu'il n'était pas prêt, moi non plus, mais je suis resté. » La phrase était simple, mais elle recelait toute une vie. Dans ces quelques mots, Daniel voyait les nuits blanches, les doubles gardes, la solitude d'élever une fille sans personne à qui confier ses craintes. Il voyait le courage dissimulé sous le masque de la routine. Il voyait une femme que le monde traitait avec indifférence et qui, elle, répondait par sa présence. Béatrice se réveilla à cet instant. Elle émit un petit son, un murmure d'enfant encore entre sommeil et réalité. Luciana ouvrit la porte de derrière et la prit dans ses bras d'un geste si naturel et si tendre que Daniel eut l'impression d'assister à quelque chose de sacré. La fillette posa son visage sur le cou de sa mère et y resta, silencieuse, en sécurité, comme si c'était le seul endroit au monde qui existât. « Salut, mon amour » murmura Luciana. « Nous partons maintenant. » Daniel les regarda tous les deux. Et à cet instant, tandis que le soleil se couchait derrière les collines et que la lumière prenait une teinte miellée, il comprit quelque chose que tout l'argent du monde n'avait pas réussi à lui enseigner.
La vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est capable de donner quand on n'a rien. Luciana. Je vais devant, suivez-moi. Si la voiture cale à nouveau, je serai là. Elle voulait refuser. Il vit le refus se dessiner sur ses lèvres, cette fierté silencieuse de celle qui refuse une faveur par crainte d'être redevable. Mais quelque chose dans sa façon de parler, sans pitié, sans supériorité, juste avec la fermeté tranquille de quelqu'un qui demande à rester près d'elle, la fit simplement hocher la tête. Ils roulèrent en convoi jusqu'à la petite ville la plus proche. Daniel était devant, conduisant lentement et jetant un coup d'œil dans le rétroviseur toutes les quelques secondes. Luciana était à l'arrière, phares éteints, et Béatrice fredonnait une chanson qu'elle seule connaissait sur la banquette arrière. Arrivé à destination, il s'arrêta à une station-service et attendit qu'elle se gare à leur hauteur. « Y a-t-il un atelier ici » demanda-t-il. « Il y a Seo Geraldo, mais il n'ouvre que demain. Alors je reviendrai demain. » Elle rit, un rire bref et incrédule. « Daniel, tu n'as pas besoin de... » « Je sais que je n'en ai pas besoin. Je le veux. » Elle le regarda longuement. Et dans ce regard, il y avait une question qu'elle ne posa pas et une réponse qu'il ne donna pas, mais qu'ils comprenaient tous deux. Il y avait le poids de 20 ans de distance, de vie qui avait pris des chemins opposés, d'un amour né de petits mots et qui n'avait jamais eu la chance de s'épanouir. Il y avait le doute de celle qui avait déjà été abandonnée et l'espoir de celle qui se souvient encore de ce que c'est que de vouloir rester. Daniel fouilla dans sa poche et en sortit une carte. Pas la carte de l'entreprise, avec le logo doré et le titre imposant. Il en sortit une simple carte blanche, avec juste un numéro de téléphone. Il la lui tendit. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, à n'importe quel moment. » Elle prit la carte, la regarda et la glissa dans la poche de sa jupe. « Merci, Dani. » Dani. Personne ne l'avait appelé ainsi depuis 20 ans. Le mot pénétra en lui comme une clé dans une serrure rouillée. Tout s'ouvrit. Il retourna à la voiture. Il démarra le moteur. Il resta là, les mains sur le volant, pendant une bonne minute, le regard fixe devant lui, sans rien voir. Puis, dans le rétroviseur, il vit Luciana monter dans la Palio avec Béatrice sur les genoux, ajuster le siège auto, boucler soigneusement la ceinture de sa fille, vérifier les rétroviseurs. Chaque petit geste précis, chaque mouvement empreint de cette compétence silencieuse propre aux mères qui font tout seuls et ne recherchent jamais la reconnaissance. Il est revenu le lendemain, et le surlendemain. Le premier jour, il a emmené la voiture chez Seo Geraldo et a payé la totalité des réparations à l'insu de Luciana. Il a demandé au mécanicien de dire que c'était par courtoisie qu'il lui devait une faveur. Luciana se méfiait, elle n'était pas naïve. Mais elle a accepté, car elle avait besoin de la voiture pour travailler. Et parce que parfois, accepter de l'aide est le plus grand acte de courage qui soit. Le deuxième jour, il apporta un jouet à Béatrice. Rien de cher, un cheval à bascule en bois acheté dans une boutique au bord de la route. La fillette prit le jouet, le contempla avec ses grands yeux, réplique exacte de ceux de sa mère, et dit « Obrigada, merci », d'une voix encore hésitante. Daniel sentit quelque chose se briser en lui, non pas de douleur, mais d'ouverture, comme un barrage qui, enfin, cède et laisse couler l'eau. Les visites se poursuivirent, toujours sous de faux prétextes. Il était de passage, il avait une réunion à proximité, il voulait vérifier si la voiture fonctionnait. Luciana ne posait pas de questions, peut-être parce qu'elle aussi voulait y croire. Peut-être parce que sa compagnie, assise sur le perron de sa modeste maison, buvant un café dans une tasse en aluminium et écoutant Béatrice raconter des histoires invraisemblables sur le cheval de bois, était la première chose agréable qu'elle ait connue depuis des années. C'est par un de ces après-midi, alors que le soleil inondait la pièce et que la nappe était jonchée de miettes du gâteau qu'elle avait préparé, que Luciana demanda, en regardant ses propres mains, « Pourquoi es-tu revenu, Daniel ? Vraiment ?» Il pensa à mentir, il pensa à parler de hasard, de coïncidence, de la route. Mais il la regarda, ses mains marquées par le travail, ses yeux qui brillaient encore comme à 12 ans, sa bouche qu'il avait toujours rêvé d'embrasser sans jamais oser. Et il dit la vérité. « Parce que je ne t'ai jamais oublié. Parce que, quand j'avais 13 ans, tu m'as prêté un crayon bleu et que j'ai trouvé ça magnifique. Parce que tu écrivais des petits mots dans mon cahier et que je les relisais 100 fois. Parce que, quand j'ai quitté San Sébastien, la seule chose qui m'a vraiment fait souffrir, c'est de ne pas t'avoir dit ce que je ressentais. Et parce qu'hier, en te voyant sur cette route, les mains sur les hanches et les épaules fatiguées, j'ai su que 20 ans n'avaient rien changé. Je suis revenu parce que je ne t'avais jamais vraiment quitté. » Le silence qui suivit fut à la fois le plus long et le plus court de sa vie. Luciana ne répondit pas.
Elle se leva de sa chaise, s'approcha lentement de lui et posa son front sur son épaule. Ils restèrent ainsi, immobiles, respirant à l'unisson, tandis que Béatrice jouait par terre avec son petit cheval et que le soleil projetait de longues ombres sur le sol en ciment. Luciana pleurait, doucement, sans sanglots, juste des larmes qui coulaient en silence. Non pas de tristesse, de soulagement. Le soulagement de celle qui a porté un fardeau seule si longtemps qu'elle a oublié ce que c'est que d'avoir quelqu'un à ses côtés. Le soulagement de découvrir qu'être vu n'est pas une faiblesse, qu'être choisi n'est pas une erreur, que mériter quelque chose n'a pas besoin d'être justifié. Daniel n'a rien promis cet après-midi-là. Il n'a pas parlé de l'avenir, de projets, de changer de vie. Il est simplement resté là, dans la cuisine, embaumé par l'odeur du café et du gâteau, sa main dans la sienne, pleinement présent. Les choses ont évolué lentement, comme c'est souvent le cas. Il ne l'a pas emmenée hors de la ville, il ne l'a pas couverte de cadeaux. Il n'a pas cherché à réparer sa vie avec de l'argent, car sa vie n'était pas brisée. Elle était difficile, certes, mais difficile ne signifie pas brisée. Il était présent, il est resté, il a écouté. Il a joué avec Béatrice dans le jardin. Il a réparé ce qui devait l'être, non par charité, mais par attachement, comme quelqu'un qui prend soin de ce qui lui appartient. Luciana baissa peu à peu sa garde, pas d'un coup. La garde d'une femme qui a appris à se débrouiller seule ne tombe pas ainsi. D'abord, un sourire plus long. Puis, un coup de fil tard dans la nuit, juste pour dire que Béatrice avait appris un nouveau mot. Puis, une invitation à dîner dimanche. Puis, un silence partagé sur le balcon, un silence qui se suffisait à lui-même. Béatrice fut la première à le dire. Les enfants le savent en premier. Un dimanche matin, tandis que Daniel l'aidait à mettre ses chaussures, elle prit son visage entre ses mains, de petites mains chaudes et déterminées, et dit « Tu es mon meilleur ami ». Il déglutit difficilement et répondit « Oui, je le suis, pour toujours ». Luciana écoutait depuis l'embrasure de la porte de la cuisine. Elle ne disait rien. Elle appuya simplement sa tête contre le chambranle et ferma les yeux, arborant ce sourire qui n'était pas celui de la joie, mais celui de la paix. La paix de celle qui, enfin, arrive à destination et comprend qu'elle n'a plus besoin de cheminer seule. Des mois plus tard, par une nuit pluvieuse, alors que Béatrice dormait dans la chambre et qu'elles étaient toutes les deux assises sur le canapé usé, les jambes recouvertes d'une vieille couverture, Luciana dit « Je n'ai jamais oublié non plus, tu sais, les petits mots, le crayon bleu, toi, assise au premier rang avec ce cahier froissé, je savais que tu m'aimais bien, et je t'aimais bien aussi. Mais nous étions des enfants, et la vie nous a menés chacune sur un chemin différent, et je pensais que c'était fini. » Elle marqua une pause. Ce n'est pas fini. Daniel l'embrassa, lentement, avec précaution, comme quelqu'un qui tient enfin entre ses mains un trésor qu'il a attendu 20 ans. Le baiser avait le goût du café, de la pluie et du temps. Il avait le goût d'un nouveau départ. Il n'a pas déménagé dans la petite ville. Elle n'a pas déménagé dans la capitale. Mais ils ont trouvé un compromis, comme le font toujours les gens qui tiennent plus à rester qu'à avoir raison. Il a réduit ses déplacements. Elle a accepté qu'elle n'avait pas à tout porter seule. Béatrice a eu une chambre avec des étoiles peintes au plafond, réalisée par Daniel un samedi après-midi, avec de la peinture bon marché et un pinceau trop épais, et elle disait que c'était les plus belles étoiles du monde. Un matin, alors qu'ils prenaient leur café sur la véranda, Béatrice poursuivant un chat dans le jardin et le soleil se levant lentement derrière les collines, Daniel regarda Luciana et dit « Si la voiture n'était pas tombée en panne ce jour-là… » Elle l'interrompit. « Il n'a pas craqué, Daniel. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté au bon endroit, au bon moment. » Elle prit une gorgée de café et sourit. Parfois, il faut que les choses s'arrêtent pour qu'on puisse enfin se retrouver. Il ne répondit pas. Il lui prit simplement la main par-dessus la table, sentit la chaleur de leurs doigts entrelacés, et resta là, à contempler le lever du soleil, sans hâte, sans crainte, avec cette même simplicité, cette même clarté que l'on perçoit dans les choses qui n'ont pas besoin d'explication pour être vraies. Et si quelqu'un passait par là ce matin-là, il ne verrait qu'une petite maison, un porche modeste, 2 tasses de café et 2 personnes en silence. Rien d'extraordinaire. Rien de grandiose. Juste la vie, enfin, dans toute sa justesse.